Chapitre 4. Dans la salle commune. L'annonce que les mange-morts avaient envahi Préolard provoqua une panique immédiate. Tout le monde se leva et courut vers la sortie. Bon gré mal gré, l'autre et moi dûmes suivre le mouvement, ne serait-ce que pour ne pas nous faire écraser par la foule. Une fois dans la rue, nous constatâmes que c'était le chaos. Les gens couraient dans tous les sens. Il n'y avait pas de mange-morts à proximité, mais on apercevait plus loin des silhouettes noires s'en prenant à des sorciers qui se défendaient maladroitement. Il fallait fuir. Si nous arrivions à regagner le passage secret vers Poudlard, nous serions en sécurité. « Honeydukes !» me souffla l'autre, dont les pensées avaient visiblement suivi le même cheminement. Il rabattit le capuchon de sa cape d'hiver jusqu'à ses sourcils, m'enjoignant d'un geste de faire de même. Puis nous courûmes en rasant les murs dans la direction du magasin de sucrerie. Nous l'avions presque atteint quand un homme, au visage dissimulé par une cagoule, déboucha d'une rue transversale, sa baguette tendue dans notre direction. Mon esprit paniqué se bloqua, mais l'autre me saisit par l'épaule et nous jeta à terre. Le sort passa au-dessus de nous dans un sifflement effrayant. Rien à voir avec les entraînements dispensés en cours. Je compris instantanément que je n'avais pas le niveau pour me défendre contre de telles attaques. Je me sentis terrifié comme je ne l'avais jamais été. L'autre s'était déjà redressé et, campé sur ses genoux, lançait un expelliarmus d'une voix assurée, contrant le nouveau sortilège que notre assaillant s'apprêtait à nous envoyer. La baguette du mange-mort vola dans notre direction, mais l'autre ne prit pas la peine de la ramasser. Il finit de se relever et m'empoigna pour m'obliger à faire de même. Nous avons continué notre chemin vers Honeydukes. Une autre silhouette masquée se dressa sur notre route, et mon double la stupéfixa, sans même ralentir son allure, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Notre course folle ne s'arrêta que devant l'enseigne du confiseur. Nous nous sommes rués dans le magasin déserté et avons dévalé comme des fous l'escalier menant à la réserve, avant de nous engouffrer dans le souterrain. Bien que désormais hors de danger, nous avons continué de courir près de la moitié du chemin, avant de nous arrêter et de nous adosser au mur suintant pour reprendre notre souffle. À la lueur de nos baguettes, l'autre avait une tête épouvantable, et je ne devais pas faire meilleure figure. On s'est regardé longuement, mesurant la peur que nous avions eue, notre soulagement d'être à l'abri et notre chance de nous en être tirés à si bon compte. Tout à coup, il se redressa et s'écria : « Il faut que nous alertions les professeurs. Ils pourront peut-être aider les autres. » Sans attendre ma réponse, il repartit à vive allure dans le boyau tortueux. Les jambes flageolantes, j'eus du mal à gravir la volée de marche qui concluait le souterrain. Avant d'ouvrir la porte dérobée se trouvant derrière la statue, l'autre épousseta machinalement et inutilement sa cape. Une fois dans le couloir, nous nous sommes dépêchés de prendre la direction du bureau de Dumbledore. Mais à peine avions-nous parcouru une dizaine de mètres que Rogue s'est dressé devant nous. Il ouvrit la bouche, l'air vipérin, mais l'autre prit la parole sans lui laisser le temps d'en placer une. « Professeur !» s'écria-t-il, « il y a une attaque de mange-morts à Préolard. Il faut aller les aider. Il faut prévenir le ministère. »« Potter et Potter, d'où sortez-vous ? Cela fait 1 heure qu'on vous cherche partout. »« Je vous dis qu'il faut aller à Préolard, » répéta l'autre. « Merci, monsieur Potter, je ne suis pas sourd, et je vous prierai de me parler sur un autre ton. » Pendant que l'autre tentait de se contenir, désespérant de se faire comprendre, je tentais ma chance. « Professeur, on se bat à Préolard. Savez-vous si le ministère a été prévenu ? » ?»« Cela ne vous regarde pas. Par contre, j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous êtes au courant et d'où vous sortez. » L'autre ne parut pas plus enclin que moi à répondre à cette délicate question. S'il avait fallu avouer notre escapade pour venir en aide aux sorciers en danger, je l'aurais fait volontiers. Mais je venais de réaliser que Rogue savait sans doute déjà ce qui se passait au village. Dans le cas contraire, il aurait réagi différemment à nos mises en garde. « Il y a plus important, »
plaida l'autre, qui n'avait manifestement pas compris que ce débile graisseux était en train de jouer un petit jeu pervers avec nos nerfs. « Vous ne comprenez pas ? C'est vous qui n'avez pas l'air de comprendre, Potter. Une fois de plus, vous étiez là où vous n'aviez rien à faire. Tout le monde se met en quatre pour garantir votre sécurité, et vous allez bacchanauder là où cela vous chante. Et l'autre exemplaire ne vaut pas mieux, ajouta-t-il en me regardant avec dédain. Monsieur Potter surnuméraire, m'apostropha-t-il. Avez-vous apprécié votre promenade ? Sans attendre ma réponse, il reporta son attention vers mon double. Mais peut-être que c'était intentionnel de votre part, Potter, cracha-t-il haineux. Vous vouliez peut-être vous débarrasser de lui, comme de l'autre cabot. Je vous interdis de parler ainsi de Sirius, hurla l'autre, en s'avançant vers le prof. Je n'avais rien compris à leur sous-entendu, mais je rattrapai mon double par le pan de sa cape, avant qu'il n'ajoute le proficide à la liste de nos infractions de la journée. Nous sommes désolés, professeur, dis-je, tâchant de calmer le jeu. Nous ne voulions pas vous inquiéter. Un Potter qui s'excuse. On aura tout vu, persifla Rogue. Il était vrai que la contrition ne m'était pas naturelle, et que m'y plier me demandait de gros efforts. Je m'y efforçais cependant quand je me savais en tort, car maman répétait souvent que reconnaître ses fautes n'était pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage. « Merlin soit loué, vous les avez retrouvés, fit la voix de McGonagall dans mon dos. Mais où étiez-vous donc passés, messieurs ? Nous vous avons cherchés partout. Nous craignons qu'ils aient réussi à pénétrer dans Poudlard pour vous capturer. Les mange-morts n'ont pas besoin de se donner cette peine, Minerva, commenta onctueusement Rogue. Nos Potter à la puissance 2 n'ont besoin de personne pour se jeter dans leurs bras, de leur plein gré. Devinez où ils étaient ? La vieille chouette nous dévisagea et s'écria. Vous n'étiez quand même pas à Préolard ? Mais nos vêtements en désordre, nos chaussures boueuses et nos mines défaites l'obligèrent à se rendre à l'évidence. Sa bouche se pinça, son regard se durcit et son teint se colora. C'était encore pire que le jour où Hagrid, le garde-chasse, m'avait récupéré au sommet d'un arbre dans la forêt interdite. « Monsieur Potter, et vous, monsieur Potter, vous me décevez terriblement, lança-t-elle d'une voix glaciale. Je ne vous aurais jamais cru capable d'une telle inconscience. Vous rendez-vous compte que vous auriez pu être capturé, tué ? Elle s'interrompit, comme si les mots lui manquaient. Vous êtes consigné jusqu'à la fin des vacances dans votre tour, reprit-elle d'une voix sifflante. Vos repas vous seront portés là-bas, et je retire 100 points à Gryffondor. 100 points chacun, précisa-t-elle. Notre sablier allait être à 0. On allait se faire massacrer par nos camarades quand ils rentreraient de vacances. Je pense qu'une interdiction de Quidditch jusqu'à la fin de l'année serait une bonne mesure de rétorsion, proposa l'autre salaud. Quand j'aurai besoin de votre aide pour punir mes élèves, je vous ferai signe, Severus, lui répliqua fraîchement McGonagall. À moins que vous n'ayez été nommé grand inquisiteur sans que j'en sois averti. L'autre me tira discrètement par la manche, et je le suivis vers notre tour, laissant les professeurs échanger des répliques acerbes. Arrivés à destination, nous grimpâmes péniblement dans notre dortoir. Je laissai tomber au sol le sac qui contenait mes courses et que je tenais toujours à la main, à ma grande surprise. Je me suis effondré sur mon lit, sans même retirer mes chaussures, et j'ai posé mon avant-bras sur mes yeux après avoir retiré mes lunettes. Dans ma tête, je réentendais les cris de panique et de douleur, et je me rappelais de ma peur et du sentiment d'impuissance qui m'avait saisi quand j'avais éprouvé la force du sortilège qui nous avait manqué de si peu. Puis, je me remémorais la voix calme et posée de l'autre, quand il avait désarmé nos adversaires. Comment avait-il fait pour garder son sang-froid, alors que sa vie était en jeu ? Il n'y avait qu'une réponse possible. Ce n'était pas la première fois qu'il se battait dans ces conditions. Il me parut plus différent de moi que jamais. Je jetai un œil dans sa direction,
Lui aussi était sur son lit, assis, le front posé sur ses genoux relevés, ses bras enserrant ses jambes. Pleurait-il? Un long moment passa. J'avais dû m'endormir. Je me redressai à contre-cœur pour retirer ma cape et mes chaussures. L'autre était couché en chien de fusil sur son lit. J'eus l'impression qu'il dormait. Je tâchais de faire le moins de bruit possible pour ne pas le déranger. Une fois plus à l'aise, j'hésitai un moment sur ce que je voulais faire. Devais-je commencer par prendre une douche? Descendre aux cuisines pour me trouver de quoi manger? Non, ça c'était interdit. Mais peut-être qu'un plateau nous attendait dans la salle commune, puisque nous avions raté le déjeuner. Ma faim l'emporta, et je me dirigeai à pas de loup vers la porte. Un gémissement interrompit ma progression. Je me tournai vers l'autre, qui semblait faire un cauchemar. Devais-je le réveiller? Avant que je n'aie pu m'y décider, il s'assit sur son lit en hurlant. Je sursautai et m'approchai de lui, pour demander ce qui se passait. Je me rendis compte, à ses yeux écarquillés mais troubles, qu'il dormait toujours, et que son rêve n'était pas des plus plaisants. Je le saisis par l'épaule et le secouai. « Hé, c'est juste un rêve. Réveille-toi !» Ses yeux papillonnèrent, et il me fixa, encore un peu vaseux. Puis il grimaça et porta les mains à son front. « Il est heureux de ce qui s'est passé, » dit-il. « Ce carnage l'a amusé. »« Hein? Mais de qui tu parles ?» demandai-je. « Voldemort. Il est content en ce moment. » « C'était juste un mauvais rêve, » tentai-je de le calmer. « Non, c'était la réalité. J'ai oublié de faire mon occlumencie avant de m'endormir, » m'indiqua-t-il. « Ton quoi ?» Il me dévisagea, comme s'il hésitait sur ce qu'il allait me dire, et finit par soupirer. « Mon occlumencie. À cause de ma cicatrice, Voldemort et moi sommes liés, et parfois je ressens ses émotions. Inutile de te préciser que c'est à vomir. »« Pas sur moi, s'il te plaît, » répliquai-je, me réfugiant dans le mauvais humour. Je ne me sentais pas capable de faire face à d'autres horreurs ce jour-là. « T'as pas faim, je suppose, » continuai-je, bien décidé à reprendre pied dans un monde plus normal. « Si, » répondit-il, comme étonné d'être encore tributaire d'une sensation aussi triviale. « Je meurs de faim. Il est quelle heure ?»« Près de 16 heures. J'espère qu'ils ont prévu de nous nourrir correctement. Sinon, interdiction ou pas, je file aux cuisines. Tu me prêterais ta cape ? » ?»« Si tu veux, mais fais gaffe quand même, » m'avertit-il. « Rogue sait que j'en ai une, et le directeur voit à travers. »« C'est celle de ton père ou une autre ?» demandai-je. « Celle de mon père. C'est Dumbledore qui me l'a donnée. Je ne sais pas comment elle est parvenue en sa possession, par contre. »« C'est bien qu'il te l'ait rendue, » appréciai-je, me rappelant de ma joie et de ma fierté quand papa me l'avait donnée au début de ma 3e année. « Oui, elle m'est très utile, » admit-il, reprenant un peu de poil de la bête. Je repartis vers la porte du dortoir et trébuchai sur le sac que j'avais laissé tomber en arrivant. Cela me rappela mes achats. Je plongeai la main dedans et sortis un petit paquet. « Tiens, » dis-je à l'autre en le lui tendant. « Joyeux Noël ?» Il me fixa, mais au lieu de tendre la main pour saisir mon présent, il se retourna, me laissant désorienté, mon cadeau à bout de bras. Il alla fouiller dans les poches de sa cape, jeté au pied de son lit, et il en sortit un sachet. Aussi embarrassé que je devais le paraître, il me le tendit gauchement, et nous avons fait l'échange. Il m'avait offert des choco-grenouilles. « J'ai pensé que tu aimerais ?» dit-il, visiblement embarrassé. « Je sais, » répondis-je. « J'ai pensé pareil, » spécifiai-je, alors qu'il découvrait les choco-grenouilles que je lui avais achetées. Nous avons tous les deux mordu dans notre friandise préférée. Lui aussi commençait par les pattes arrière. Une collation froide nous attendait sur une table basse de la salle commune. Une fois notre repas terminé, l'autre parut à bout de nerfs. Il allait et venait dans la pièce, regardait par la fenêtre,
revenait vers la porte, comme s'il hésitait à passer outre l'interdiction de sortir. Puis il refaisait un tour. De mon côté, j'avais pris un livre, mais ces déambulations m'empêchaient de me concentrer sur ma lecture. Au bout d'une heure, alors que je m'apprêtais à lui enjoindre de s'asseoir, un elfe apparut dans la pièce avec un pop sonore. « Dobby !» s'exclama l'autre, lui sautant presque dessus. « Tu sais ce qui se passe dehors? Il y a eu des victimes? Les aurores ont-ils pu intervenir ?»« Monsieur Harry Potter, Dobby est heureux de voir que Harry Potter va bien. Dobby a été très inquiet quand il a su que Harry Potter était sorti aujourd'hui. Mais maintenant Dobby est rassuré. Harry Potter va bien, et le cousin de Harry Potter aussi. Dobby, quel est le bilan de l'attaque ? Demanda sèchement l'autre. Dobby n'a pas le droit de parler à Harry Potter, répondit la créature en se tordant les mains. Le professeur qui sent le soufre et l'armoise a bien insisté, et il a fait très peur à Dobby et à Winky avec ses yeux méchants. Mais Dobby est un elfe libre grâce à Harry Potter, continua l'elfe en se redressant fièrement. Alors Dobby peut dire ce qu'il veut. Il n'a même pas besoin de se pincer les oreilles dans le four après, affirma-t-il. Mais son ton était un peu hésitant quand même. Un elfe libéré par mon double ? Effectivement, il portait des vêtements. Enfin, si l'on pouvait qualifier de vêtements, les 3 bonnets mal tricotés posés de guingois sur sa tête, les chaussettes dépareillées qui ornaient ses pieds, et le pagne rose bonbon qui jurait affreusement avec le reste. « Eh bien !» le pressa l'autre. « Dobby est désolé de faire de la peine à Harry Potter, mais il y a eu 3 morts aujourd'hui après Hollard. Dobby déteste les mange-morts, même s'il devait les recevoir avec les honneurs chez son ancien maître. Dobby est bien content d'avoir été libéré. » « Et bien sûr, aucun mange-mort n'a été arrêté, » dit l'autre d'une voix sombre, sans prêter attention aux digressions de la créature. « Non, monsieur Harry Potter, » répondit l'elfe d'une voix contrite. « Dobby est très triste de faire de la peine à monsieur Harry Potter. Dobby se pincera quand même les oreilles dans le four. »« Laisse tes oreilles tranquilles, » soupira mon double. « Il n'y a pas eu d'autres attaques aujourd'hui ? » ?»« Pas à la connaissance de Dobby. Mais Dobby peut essayer de se renseigner, si monsieur Harry Potter le lui demande. »« Non, Dobby, je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. Mais si tu entends parler d'autre chose durant les jours prochains, tu me le diras, d'accord ? » « Monsieur Harry Potter peut compter sur moi. Comme je lui dis toujours à Winky, que serait devenu Dobby sans Harry Potter ? » ?»« Merci, Dobby, et je t'interdis de te pincer les oreilles ou quoi que ce soit d'autre. » « Merci, Harry Potter. Harry Potter est tellement gentil avec Dobby. » Il fallut encore 10 minutes à l'autre pour se dépêtrer de la petite créature verte. Je fus surpris de la gentillesse et de la patience qu'il exerçait au bénéfice de l'être velu. Bien sûr, nous ne maltraitions pas nos elfes à la maison, mais je n'avais jamais fait spécialement attention à eux, ne les considérant plus, depuis longtemps, comme très intéressants. Je me demandais comment mon double avait pu être amené à libérer celui-là, et surtout, qui pouvaient être ses propriétaires, si familiers avec des mange-morts. Quand nous nous retrouvâmes à nouveau seuls, il reprit ses sombres ruminations sans un seul commentaire. Mais comme il s'était affalé dans un fauteuil, je pus reprendre ma lecture. Le lendemain matin, nous étions en train de prendre notre petit déjeuner dans notre salle commune, quand un tapotement insistant attira notre attention vers la fenêtre. Un petit hibou excité tentait de rentrer. L'autre bondit de sa chaise en s'écriant « C'est Coq !» Il me fallut quelques secondes pour me rappeler que c'était le nom du hibou de Ron. Dans un premier temps, je me renfrognai, car je n'aimais pas spécialement l'heure du courrier. Outre les mauvaises nouvelles dont la Gazette d'Hermione était porteuse, savoir qu'il n'y avait aucune chance que je reçoive mes habituels paquets maternels me déprimait. Alors que l'autre peinait à mettre la main sur le volatile excité qui voltait en tous sens dans la pièce, une chouette blanche s'engouffra par la fenêtre restée ouverte. « C'est Edwige !» me lança l'autre, qui détachait à présent les parchemins apportés par Coq.
Je l'ai confié à Hermione pour que nous puissions communiquer. Edwige, va voir Simon. La jolie chouette me tendit obligeamment la patte. Je m'aperçus avec stupéfaction qu'une des missives était à mon nom. L'autre m'en tendit une autre, en me disant « Tiens, c'est pour toi ». J'eus chaud au cœur en constatant que Ginny et Hermione m'avaient écrit. Toutes les deux espéraient que j'avais passé un bon Noël et souhaitaient que le reste de mes vacances soit plaisante. Aucune allusion n'était faite aux événements de Préolard, l'hibou étant sans doute parti avant que la nouvelle ne soit propagée. Nous avons passé une grande partie de la matinée à répondre à nos correspondants. Après que le courrier fut parti, emporté par les hiboux, l'autre m'indiqua. J'ai expliqué à Ron que nous étions consignés, et je lui ai demandé de nous renvoyer Coq au plus vite. J'ai aussi demandé à Hermione de nous faire parvenir chaque jour la gazette une fois qu'elle l'aurait lue. Il ne faut pas compter sur les profs pour nous mettre au courant de ce qui se passe dehors, conclut-il d'un ton amer. Je suppose que Dumbledore nous en dirait plus, ajouta-t-il cependant. Mais il doit être complètement débordé. Faute d'autres occupations, nous nous sommes attelés à nos devoirs. Nous ne nous sommes pas installés à la même table, mais sommes restés assez proches pour nous parler sans avoir à élever la voix. Le temps que le déjeuner nous soit amené par l'elfe libre et bavard, notre devoir de sortilège était presque terminé. L'après-midi, j'aidai l'autre à faire son devoir de potion, et nous avons prévu de faire ensemble notre métamorphose le lendemain. Le jour suivant, nous avons terminé tous nos devoirs écrits et avons décidé de commencer les exercices pratiques. En enchantement, nous nous sommes entraînés à faire apparaître des petits objets. C'était un exercice difficile, et il nous fallut toute notre concentration pour y arriver. Mais travailler à deux était très stimulant, et nous avions fait beaucoup de progrès au cours de l'après-midi. « On arrête », proposa l'autre, alors que le soir tombait. « J'en peux plus, pour aujourd'hui. »« Bonne idée, » répondis-je. « J'ai jamais autant travaillé en dehors des périodes scolaires. »« On voit que t'as jamais passé des vacances avec Hermione, » commenta-t-il en souriant. « Tu sais ce qu'elle m'a offert l'année dernière pour Noël ? Un agenda qui me disait les devoirs et révisions que je devais faire. À la fin de l'année, il ne faisait que répéter « Vous êtes en retard dans vos révisions ». C'est bête, je l'ai oublié dans le Poudlard Express en juin dernier. Je souris, et nous nous sommes regardés, incertains. Cela faisait 2 jours que nous ne parlions de rien d'autre que de notre travail scolaire. Il sembla hésiter, puis me demanda « Tu aimes les échecs ?»« Oui, j'aime bien, » répondis-je. « Tu as un échiquier ?»« Non, mais je crois que Ron a laissé le sien ici. Sinon, on prendra celui de Sémus. » Il monta au dortoir et redescendit avec un jeu. Il ne nous fallut pas très longtemps pour nous apercevoir que j'étais bien meilleur que lui. Il avait le même niveau que ma sœur Rose, qui allait sur ses 11 ans. « Tu joues depuis longtemps ?» me demanda-t-il, visiblement dépité alors que je bloquais une de ses attaques. « Oui, c'est mon père qui m'a appris quand j'étais tout gosse, » lui expliquai-je. « Je joue souvent avec Rémus, aussi. Et toi ?» C'est Ron qui m'a montré quand je suis arrivée ici en première année. Je n'avais jamais vu d'échecs sorciers avant, ni joué aux échecs moldus d'ailleurs. Ce n'est pas le genre de mon oncle et ma tante. Ils ne doivent pas considérer comme normal de passer des heures à réfléchir. C'était la première fois qu'il évoquait ceux qui l'avaient élevé devant moi, mais je savais par Hermione et Ginny qu'ils ne s'étaient pas très bien conduits avec lui. Il s'était d'ailleurs rembruni et regardait rêveusement par la fenêtre. « C'est à toi, » lui rappelai-je. Il se reconcentra sur la partie, et nous avons joué en silence jusqu'à ce que je le mette échec et mat. Le lendemain matin, Coq et Edwige revinrent avec un courrier conséquent. Il y avait des lettres et les gazettes des 3 derniers jours. L'autre s'était jeté dessus, et j'ai lu par-dessus son épaule. Dans le journal daté de la veille, on faisait état de 3 décès à Préolard et d'une dizaine de blessés, dont 2 graves. Diverses déclarations émanaient du ministère, mais je jugeais que ce n'étaient que des effets d'annonce. En effet, dès que les horreurs étaient intervenues, les mange-morts s'étaient retirés, et aucun d'entre eux n'avait été appréhendé.
Visiblement, il avait fallu plus d'une demi-heure aux aurores pour arriver sur place, ce qui avait largement laissé le temps aux criminels de semer le désordre et la désolation. Des lignes étaient soulignées à l'encre rouge d'un trait rageur. C'était la partie rapportant l'interview de Madame Rosmerta, qui révélait la présence de Harry Potter dans son pub au moment du drame, accompagné d'un garçon qui lui ressemblait beaucoup. Le journaliste se demandait avec anxiété si celui qui a survécu avait été enlevé par les mange-morts et si l'opération n'avait pas été organisée dans le seul but de le capturer. « Tu vas voir, on va dire que c'est de ma faute, tout ça, » grommela Harry, et je parie qu'Hermione m'engueule dans sa lettre. C'était bien le cas si j'en jugeais par son air revêche, alors qu'il lisait le parchemin accompagnant les journaux. « C'est pour toi aussi, » me précisa-t-il en me le passant. Je lus en diagonale les indignations moralistes de notre ami. Le courrier venant des Weasley ne parut pas plaire davantage à l'autre. Molly a lu la Gazette aussi, soupira-t-il. Tu veux savoir ce qu'elle en dit ? Si c'est la même chose, je crois que j'ai compris l'idée générale, déclinai-je. Il prit le dernier parchemin, qui le fit enfin sourire. Ron me demande si la bière au beurre était bonne. Il me promet de m'écrire le plus souvent possible. Il faut qu'on lui renvoie Coq, car Errol, leur autre hibou, est un peu lent. « Rien de Ginny ?» demandai-je pour le taquiner. « Tu dois être déçu. »« Et Lavande, elle ne t'écrit pas ?» me rétorqua-t-il. « Oh mince !» m'écriai-je. « J'ai complètement oublié d'écrire à Lavande. Je ne l'ai même pas remerciée pour son cadeau. » « Tu crois qu'elle me pardonnera si je lui dis qu'on n'a pas eu le droit d'envoyer des hiboux à cause de l'attaque ?» L'autre a haussé les épaules, comme s'il ne connaissait pas la réponse ou qu'il s'en fichait. Il a pris une feuille pour répondre à ses amis, et j'en ai fait autant pour m'excuser auprès de Lavande. J'en ai profité pour écrire un mot de remerciement à Molly Weasley pour le pull et le gâteau. Mais au moment d'envoyer notre courrier, nous nous rendîmes compte que nous n'avions pas assez de messagers. Nous avons décidé de renvoyer Coq chez les Weasley, Edwige chez Hermione, et d'attendre le retour de Dobby à midi pour lui demander de monter à la volière pour poster mon message pour ma petite amie. L'elfe parut extasié à l'idée de rendre ce service au cousin de Harry Potter. En début d'après-midi, l'autre suggéra de faire quelques exercices pratiques pour notre cours de défense contre les forces du mal. Je compris qu'il désirait que je m'entraîne à me protéger un peu mieux des attaques. Il est vrai que je ne m'étais particulièrement peu distingué 3 jours auparavant. Sans son intervention, je me serais fait tuer. Je repoussai fermement cette pensée désagréable et acceptai l'offre qui m'était faite. Mon père m'avait appris à ne pas m'appesantir sur mes erreurs passées et ne me concentrer que sur la façon de ne pas les répéter. Je constatai avec étonnement qu'il était un très bon professeur. Il savait m'encourager, tout en m'incitant à recommencer l'exercice jusqu'à ce que des progrès soient perceptibles. J'améliorais ainsi beaucoup mon protego et mon expelliarmus. Si un jour je rentrais chez moi, mon entourage n'allait pas en revenir. J'aimerais bien travailler mon stupéfixe et mon patronus, confiai-je à l'autre, pendant que nous dînions près du feu. Le problème du stupéfixe, c'est qu'il va falloir que je te serve de cobaye, ce qui n'est pas très agréable, me répondit-il. Pour le patronus, c'est un entraînement très personnel. Il faut que tu trouves un souvenir heureux et que tu te concentres dessus. « Ça fait longtemps que tu sais le faire ?» lui demandai-je, un peu jaloux. « C'est Rémus Lupin qui me l'a appris pendant ma 3e année. Il a été notre professeur de défense contre les forces du mal pendant 1 an. Il était urgent que j'apprenne à me défendre contre les détraqueurs, car je réagissais très mal à leur présence. Heureusement, il n'y en a pas souvent dans le coin. Il y en avait en permanence, me contredit-il. Ils étaient supposés garder Poudlard, car Sirius s'était enfui d'Azkaban et tout le monde croyait qu'il voulait me tuer. Je n'arrive pas à imaginer qu'on ait cru une chose pareille, m'exclamai-je. L'autre haussa les épaules et m'expliqua. Tout le monde pensait que c'était lui le gardien du secret de mes parents. Personne n'avait imaginé qu'il ait pu charger Petit Gros de le devenir à sa place, et que ce n'était pas lui le traître.
Mais pourquoi tes parents ont-ils eu besoin d'un gardien du secret? M'étonnai-je. Je n'avais aucune envie de parler de la traîtrise de Peter. C'était trop dérangeant pour moi. Il soupira et resta un moment silencieux, les yeux dans le vide. Je pensais qu'il ne me répondrait pas quand il se décida. Avant ma naissance, il y a eu une prophétie dénoncée. Elle indiquait qu'un enfant, qui devait naître quelques mois plus tard, aurait le pouvoir de tuer le Seigneur des Ténèbres. Nous étions deux à correspondre à cette prédiction, alors les deux familles ont été particulièrement protégées. Cela veut dire que c'est toi qui devras tuer tu sais qui? Hésitai-je à comprendre. Exactement, soupira mon double. Mais, et l'autre? Celui qui correspondait aussi? Il ne correspond plus. La prophétie parlait d'une marque que le Seigneur des Ténèbres devait infliger à celui qui devrait l'affronter. C'est moi qui la porte, maintenant. Et du doigt, il me désigna sa fameuse cicatrice. Et tout le monde sait que tu vas tuer tu sais qui? Demandai-je. D'abord, je ne suis pas sûre d'y arriver. Et ensuite, heureusement, peu de personnes sont au courant. Voldemort le sait, Dumbledore aussi. J'en ai parlé à Ron et Hermione. Et à toi. Nous sommes restés un moment sans parler. C'était fou. Comment pouvait-il espérer vaincre le Seigneur des Ténèbres? Même s'il était un crack en défense contre les forces du mal, il était moi, non? Et je ne m'imaginais pas vaincre ce mage noir, à moins que ce dernier ne soit différent que celui qui avait sévi dans mon monde avant ma naissance, et qui avait terrifié la génération de mes parents. Mais ici aussi, le terrible personnage effrayait la communauté sorcière et paraissait redoutable. Je contemplais l'autre, qui triturait sa nourriture du bout de sa fourchette, manifestement l'appétit coupé. Avait-il peur? Sans doute. Son sang-froid m'avait impressionné quelques jours auparavant, pendant l'attaque. Mais là, je songeais que je n'aurais pas résisté à une telle pression. Mais était-il réellement mon double? Tu crois que toi et moi, on est la même personne? Finis-je par lui demander. Cela le tira de ses réflexions. C'est ce que Dumbledore a dit, non? Répondit-il. Mais il n'avait pas l'air de connaître grand-chose au monde parallèle. T'en penses quoi, toi? Me demanda-t-il. Car après tout, tu es le seul à pouvoir faire la comparaison entre ici et chez toi. Eh bien, des fois la ressemblance est telle que je n'ai pas l'impression d'être partie. Mais à d'autres moments, les gens ne réagissent pas pareil. On n'a pas tu sais qui. Je ne remets pas en cause l'idée qu'on vient de mondes qui se ressemblent, mais toi, je te trouve quand même très différente de moi. D'accord, on est pareil physiquement, mais pour le reste, nous sommes tous les deux à Gryffondor, fit-il remarquer. C'est vrai, concédai-je. Il sembla frappé par une idée. Est-ce que le Choixpeau t'a proposé Serpentard? Me demanda-t-il. Serpentard? Bien sûr que non, répondis choqué. Tu veux dire qu'à toi? Il confirma de la tête. Alors, on est différents, tranchai-je. D'après Hermione, pas tant que ça, m'opposa-t-il. Elle dit que notre enfance a été assez radicalement opposée pour que nous réagissions de façon distincte, sans que cela ne prouve pour autant une différence profonde entre nos deux personnalités. Ainsi, lui et Hermione avaient parlé de moi derrière mon dos. Je me sentis un peu blessée. Hermione ne m'avait-elle fréquenté que pour juger de ma ressemblance avec son ami? Elle devait s'inquiéter pour lui, se demander si ma présence n'était pas une épreuve supplémentaire, s'ajoutant à ses autres ennuis. Finalement, je lui étais indifférent. C'était l'autre qui comptait pour elle. Je me secouai. C'était logique, non. Elle ne me connaissait que depuis quelques semaines, alors que l'autre était son ami depuis des années. Ils avaient même combattu un troll ensemble. Fallait-il que je me sente seule pour m'inquiéter de savoir si elle se faisait du souci pour moi? Ils sont comment, tes parents? Me demanda l'autre, en trébuchant sur les mots. Que veux-tu savoir? S'ils sont comme les miens? Je lui lançai un regard d'incompréhension. Il ne devait pas avoir tellement de souvenirs d'eux, s'ils étaient morts alors qu'ils n'avaient qu'un an. Je veux dire, leur jeunesse, leurs amis, spécifia-t-il.
Est-ce que nous avons la même famille? Est-ce que notre seule différence est Voldemort? Que sais-tu de tes parents? Demandai-je, ne sachant pas très bien par où commencer. Eh bien, ils se sont rencontrés ici. Ils n'étaient pas très amis en 5e année. Ils sont sortis ensemble à partir de la 7e année. Les maraudeurs, la cape, la carte, Servilo, Sirius qui s'est enfui chez mon père à 16 ans, les balades au clair de lune avec Rémus, sous leur forme animale. Il s'interrompit, manifestement désolé de n'avoir rien d'autre à en dire. Attends, reprit-il soudain, je vais te chercher mon album photo. Il fila dans le dortoir et on redescendit un épais album, qu'il me confia avec une certaine solennité. Sans doute ce livre était-il extrêmement précieux pour lui. Je me rendis compte avec étonnement que je connaissais tous les clichés. Je les avais vus de nombreuses fois chez nous, chez Sirius, Peter et Rémus, et l'on m'avait raconté 100 fois dans quelles circonstances elles avaient été prises. J'entrepris de dire à l'autre tout ce que je savais. Nous avons parlé toute la nuit.